Bah, alors c'est assez étonnant parce que j'ai pratiquement pas de souvenirs d'enfants. Alors il paraît que c'est pas tout à fait normal, mais j'ai très très peu de souvenirs d'enfants. J'ai évidemment des souvenirs de ce que m'a raconté ma mère, mais le premier souvenir réel que je peux avoir, c'est sans doute la mort d'un petit moineau. Parce que quand j'étais gamine, je ramassais tout ce qui traînait, les oiseaux blessés, etc. Et un jour, le petit moineau était dans une petite cage, le temps il puisse à nouveau s'envoler. Et ce matin-là, il était mort. Et ça a été peut-être, sans doute, le premier drame de ma vie, puisque c'est la première fois que j'étais confrontée à la mort. Et j'ai surtout le souvenir de la manière dont ma mère m'a secouée en me disant ça suffit, tu vas à l'école et tu arrêtes. Et je la remercie tous les jours parce que je crois que cette capacité que j'ai à surmonter les difficultés, c'est certainement de là que ça part. Voilà. Alors bon, bien sûr, ma mère a perdu sa mère assez jeune. Enfin, tout ça s'explique, mais je crois que sa manière qu'elle a eue de me bousculer, oui, parce que bon, après tout, c'était un grand drame pour la petite fille que j'étais, mais c'était quand même pas un grand drame dans la vie, quoi. Oh, j'ai des souvenirs assez beaux de mon enfance. C'est souvent lié, alors qu'on vivait en appartement, mais c'est en effet souvent lié à la nature, notamment quand on allait passer quelques jours dans une ferme dans l'est de la France où je pouvais découvrir les chevaux. Quand on allait passer un week-end près d'un champ où il y avait des vaches, j'allais leur porter du sel et j'avais la grande langue grappeuse qui me... J'étais une enfant assez sauvage, mais très très proche de la nature et des animaux, et c'est ces souvenirs-là finalement qui me reviennent. Non, j'étais assez, d'abord très timide, très réservée, et en même temps, j'étais quand même déjà très provocatrice. Par exemple, je me suis fait plusieurs fois houspiller à l'école parce que un jour j'étais venue avec une perruque, donc on m'avait pas reconnue et je m'étais fait gronder. Un autre jour, j'étais venue avec une robe que j'avais tricotée moi-même, mais qui était très très courte. Alors c'était l'époque des blouses, mais quand même, si je pouvais laisser tout le temps ma blouse ouverte, ça m'arrangeait bien. Donc il y avait ce côté déjà un peu provocateur, timide certes, mais en même temps déjà très libre. Par exemple, j'ai très vite refusé de prendre le bus. J'ai d'abord été à l'école en vélo, ensuite en mobilette. J'avais, j'ai beaucoup de mal avec la foule en fait. Et toute petite, je me démarquais comme ça. J'avais très peu d'amis non plus au lycée. Et, et j'ai quand même vraiment ce souvenir en effet d'une enfance assez solitaire. Je dessinais des chevaux, je jouais avec des toupies que j'appelais par des prénoms, je faisais des concours de toupies. Enfin, j'avais beaucoup d'imagination, de créativité, mais quand même très solitaire, oui. Bah, vétérinaire, évidemment, je voulais être vétérinaire. Mais comme assez vite, j'ai pu très bien travailler à l'école, j'ai eu péniblement mon bac, donc de toute façon, il n'était pas question d'être vétérinaire. Alors, mon père était au départ employé de banque, et puis tout doucement, il a gravi des échelons jusqu'à devenir chef des titres, c'est-à-dire qu'il s'occupait de la bourse et des actions pour ses clients. Et bon an, mal an, il a fait une assez belle carrière à la banque. Et quant à ma mère, elle avait fait des études de comptable. Et en fait, après, elle est devenue mère au foyer, on était quatre dans la famille. Et puis après, elle a repris un travail en travaillant dans les supermarchés. Elle, 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 elle était démonstratrice, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire elle montrait des produits aux clients qui étaient dans le supermarché. Voilà. Donc c'est pas, j'ai pas du tout, je suis pas du tout issue d'un milieu artistique. C'est plutôt un milieu assez rangé.
Alors j'étais très 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 proche de ma mère. J'ai eu une relation très très fusionnelle et très longtemps avec ma mère, qui a été d'ailleurs certainement rejetée au moment où j'ai eu 17-18 ans, où là il fallait que je la rejette pour exister moi-même. Avec mon père, c'était compliqué parce que mon père était un homme très distant, très froid, très secret. J'ai longtemps cru qu'il ne nous aimait pas. Et puis après, j'ai fait le travail qu'il fallait pour me réconcilier avec lui. Mais j'ai eu la chance, et ça je crois que c'est vraiment une chance extraordinaire, c'est qu'une fois adulte, j'ai pu beaucoup parler avec mes parents séparément. Donc ils m'ont confié beaucoup de choses, autant sur leur vie à tous les deux, sur leurs amours, et même sur leur sexualité, enfin surtout ma mère. Et ça me permet mieux peut-être de me comprendre, de comprendre d'où je viens. C'est vraiment, je trouve, quelque chose qu'on ne fait pas assez quand on est adulte. On ne profite pas assez de ce que peuvent nous raconter nos parents. Et puis après, ben, quand ils sont plus là. Alors je crois qu'ils étaient fondamentalement honnêtes, dans tous les sens du terme. Ma mère m'a certainement inculqué son bon sens. J'ai vraiment été peut-être beaucoup moins intelligente que mon père. Et mon père, je pense que je lui dois mon plaisir d'écrire, parce qu'il adorait les livres. Et je l'ai découvert un jour, en l'écrivant d'ailleurs, qu'une de mes héroïnes écrivait pour que son père s'intéresse à elle. Et c'est là où je me suis dit peut-être qu'en effet j'ai eu envie d'écrire pour plaire à mon père. Alors au début de ma scolarité, j'étais une très très bonne élève. Et puis après, notamment quand mes parents ont commencé à aller mal, le couple fonctionnait plus. Là j'ai vraiment lâché. J'ai vraiment lâché. Alors ça c'est mon côté transgressif, hein. J'écrivais des lettres, enfin des mots d'excuses, ce que j'imitais la signature de mon père, et puis je prenais ma mobilette, je faisais semblant d'aller au lycée, et puis quand mon père était parti travailler, je rentrais, j'allais me coucher, et j'allais pas à l'école. Donc j'ai eu mon bac très péniblement. Eh ben, j'étais assez douée pour les maths et les sciences naturelles. Je m'intéressais pas du tout à la philo, au français, c'est des choses que j'ai découvertes bien après, comme quoi. Mais ça, je pense que ça vient sans doute de mes origines familiales. On était plutôt du côté scientifique que littéraire. Alors, je crois que je détestais la géographie. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, je détestais la géographie. J'adorais l'histoire en revanche. Ça, je trouvais ça très très intéressant. Mais je crois quand même aussi que ça dépend des profs qu'on a. Je crois qu'il y a des profs qui nous font aimer plus ou moins une matière et d'autres qui, au contraire, nous font la rejeter. Ouais, je pense. Et moi, ça, c'est un de mes grands problèmes. Je suis quelqu'un de très émotionnel et si un prof me plaît pas, j'ai pas envie. Donc je me mets sur ma réserve et c'est pareil. Je vois pas. C'est pareil aujourd'hui avec les gens. Si si vous m'étiez pas sympathique, j'aurais du mal à vous confier tout ce que j'ai envie de vous dire. J'ai pas été une enfant insupportable. Je crois que j'étais une enfant plutôt sage. Alors bon, j'ai forcément cassé des choses. La plus grosse bêtise que j'ai faite, évidemment, c'est parce que je volais des disques. Et j'ai finalement été prise, évidemment. Donc j'ai volé énormément de disques. J'avais trouvé un truc, j'avais mon classeur d'école, un grand classeur d'écolier, puis je l'ai glissé à l'intérieur du classeur, puis un jour on se fait prendre évidemment. Je me suis retrouvée au poste de police, mon père est venu me chercher, et puis là j'ai eu la honte de ma vie, bien sûr.
Alors si, je lisais, mais je lisais le Club des Cinq, enfin je lisais des conneries, quoi. Alors aujourd'hui j'ai deux styles de littérature. Je ne parle pas de tous les livres que je suis obligée de lire pour mon métier, mais j'ai deux styles. J'aime beaucoup lire des livres très sérieux, soit de psychanalyse, voire même d'anthropologie, enfin des livres qui me permettent encore de me nourrir dans ma connaissance humaine. Et puis parallèlement à ça, je reconnais que j'adore lire des romans genre Françoise Bourdin, et là je m'évade un peu et voilà. Mais je lis finalement beaucoup plus de livres sérieux, entre guillemets. Par exemple, j'ai lu pratiquement tout Freud. Enfin, mais c'est ce. Il y a chez moi cette sorte d'avidité de découvrir, de tout comprendre. Et et pour comprendre l'humain, je veux dire, c'est tellement infini qu'on est obligé de continuer tout le temps, tout le temps, tout le temps à lire des auteurs qui nous permettent d'avancer, parce que sinon on reste un peu accroché dans ces croyances qui deviennent des certitudes. Et là, je pense qu'on n'est plus apte à comprendre les autres. J'adore Dali. J'adore Dali parce que je trouve que quand vous regardez un tableau de Dali, n'importe lequel, plus vous allez le regarder, plus vous allez le voir différemment. Je trouve qu'il y a une richesse symbolique chez Dali qui, moi m'émerveille. Et je trouve d'ailleurs dans le monde actuel, on manque tellement de symbolisme que ce serait bien de revenir un peu à tout ça. Enfin bon, bref, en tout cas, Dali, moi, me touche énormément. C'est vrai, mais alors j'ai pris pour habitude de refuser de regarder les séries, parce que je trouve que c'est très chronophage. Donc, comme je suis très cinéphile, je préfère regarder des films que j'ai déjà vus plutôt que de me mettre à regarder des séries. Donc, je ne regarde pas les séries. Mais bon, c'est un peu un private joke quand même. Je suis sûre qu'il y a de très bonnes séries. En tout cas, je suis très cinéphile et je peux. Enfin, j'adore le cinéma et j'adore. Alors, je suis plutôt. Alors c'est très hétéroclite. Par exemple, j'adore les films de guerre et j'adore Woody Allen. Alors, cherchez pas ce qui est le point commun entre les deux. Euh, dans les cinéastes français, j'ai aussi, je suis moins fan du cinéma français actuel. J'aime bien le cinéma des années 60, quoi. Mais de temps en temps, je suis tout à fait ravie de voir un très bon film français. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'aurais pas pensé à Rému, mais c'est vrai il a une puissance émotionnelle qui est assez exceptionnelle, avec un physique très ingrat. Euh, mais Bernard Blier aussi a ça, je trouve. Ça passe comme ça. Mais non, j'ai pas. Bah, j'étais jeune, évidemment fan d'Alain Delon, hein, mais plus pour son physique que. Quoique, c'est pas un mauvais acteur. Non, j'ai pas un acteur qui m'a, qui m'a réellement, qui m'a réellement marqué. Il y a des films qui m'ont marqué. Le dernier qui m'a marqué, c'est La chair et le sang de Verhoeven, parce que je trouve qu'il décrit une scène de viol de manière assez exceptionnelle, et toute cette dualité. D'abord, il y a des scènes de violence qui sont formidables, et toute cette dualité de cette femme qui est partagée entre deux hommes, celui auquel elle était destinée, qui était un châtelain, etc. Et puis ce voyou, on n'arrive pas à savoir si finalement elle l'aime ou si elle reste pour des questions de survie. Enfin, je trouve que le film
Il m'a marqué, mais je l'ai vu il y a plus de 20 ans, hein. Alors je suis absolument pas rock, je suis vraiment en variété française. Je, je- j'ai pas du tout été sensible à toute cette musique-là. J'écoute, ça peut m'arriver d'écouter de la musique classique, mais sinon, quand je suis en voiture et que j'en ai marre d'écouter des conneries, je vais me mettre Barbara, je vais me mettre Françoise Hardy, enfin, des chanteurs à texte en fait. Gainsbourg, oui. Bachung, je suis moins fan, mais, euh, mais Gainsbourg, oui, bien sûr. Mais moi, c'est ce que j'aime notamment chez moi, c'est que je reste ouverte à des choses. Voilà, vous me parlez de Arthur H, je me dis, tiens, oui, c'est vrai, je connais pas. Enfin, je connais le nom, bien sûr, mais ça me donne envie de le découvrir. Après, j'aimerais ou j'aimerais pas, ça, qu'importe, mais je trouve que c'est ce qui manque souvent aux vieux, parce que je me considère plus vieille, enfin dans le bon sens du terme, hein, avec la sagesse que ça compte. Et je trouve que souvent on se ferme, et ça c'est bien dommage. Alors ça c'est quand même un truc de dingue, parce que l'astrologie, je m'y suis intéressée, j'avais 12 ans. Ce qui est très rare en général. Et je pense que ça a été la première preuve que je m'intéressais à l'humain et que j'avais envie de le comprendre. Parce que l'astrologie, c'est vraiment la compréhension que on est comme ça, mais que l'autre n'est pas comme nous. C'est... Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à acheter des livres un petit peu basiques d'astrologie, et je découvrais les signes des gens sans me tromper, ce que je ne sais plus faire aujourd'hui, évidemment, parce que j'ai perdu un petit peu de cette intuition infantile. Et ça m'a vraiment passionnée. Ma première étude de la psyché humaine, c'est par l'astrologie. Alors aujourd'hui, je peux monter un thème, j'analyse un thème, et l'astrologie m'aide beaucoup pour donner du sens aux épreuves que je rencontre. Et j'ai eu des expériences grâce à l'astrologie qui sont totalement incroyables. Par exemple, j'ai perdu mon frère d'un cancer. Au mois de novembre d'une année, ma mère me demande, tu peux regarder dans le thème de Bernard comment ça va aller, etc. Je travaille sur son thème. Et j'ai découvert sa mort à 3 jours près, au mois d'avril. Alors évidemment, j'ai rien dit à ma mère, parce que on ne dit pas à une mère que son fils va mourir. Mais 3 jours près, à presque 6 mois d'intervalle, je pense que c'est pas du hasard, quoi. L'astrologie m'aide beaucoup à ça, à donner du sens aux épreuves que je rencontre. Et puis après, la difficulté de l'astrologie, c'est que si on en fait une science prévisionnelle, à ce moment-là, on se trompe, quoi, parce que là, il y a beaucoup de symbolisme justement dans l'astrologie. En revanche, ça peut être un support médiumnique intéressant. Très très bonnes amies Gémeaux, et je les adore, dont une qui est journaliste et je l'adore, mais c'est vrai que ça passe du coq à l'âne sans arrêt. Alors pour moi qui ai une lune en Vierge, c'est assez difficile, mais mon mari a sa lune en Gémeaux, hein. Donc je suis ouverte à la complémentarité. Mais c'est vrai que c'est ce qui m'agace le plus chez lui, c'est qu'il parle beaucoup pour ne rien dire. Bon, il y a le signe astrologique, mais le signe astrologique, ça veut dire qu'on a le soleil dans ce signe-là. Après, un thème, par exemple, je vais parler de moi après tout, hein. Moi, je suis balance, ça veut dire que j'ai le soleil en balance, mais j'ai quand même 3 autres planètes en balance, donc je suis quand même assez marquée par la balance, mais en même temps, j'ai 2 planètes en vierge, j'ai 3 planètes en lion, j'ai un ascendant qui est assez fort, puisque il y a la lune noire qui est conjointe, enfin, et qui est sagittaire. Donc moi, en fait, quand on regarde mon thème, je manque d'eau.
ce qui explique d'ailleurs ce côté que je peux avoir d'être un petit peu réservée. Parce que l'eau, c'est ce qui s'infiltre le plus dans l'univers. Et les signes d'eau, comme le cancer et le poisson particulièrement, c'est des signes qui sont des vraies éponges, qui prennent beaucoup les émotions de l'autre. Et finalement, le fait que je manque d'eau, qui m'a parfois rendue un peu a priori comme ça, froide, fermée, c'est certainement ce qui me sauve énormément, parce que ça fait 20 ans que j'écoute la misère du monde, mais comme j'ai pas ce côté éponge, ça m'a certainement protégée. Donc vous voyez, on peut toujours trouver un avantage ou un inconvénient d'exactement la même chose. Mais parfois, on m'a reproché, notamment dans ma vie affective, d'être finalement un petit peu distante, alors que quelqu'un qui est cancer, poisson ou même scorpion, il s'imprègne beaucoup plus vite de l'autre, vous voyez. Et c'est ça que je trouve intéressant dans l'astrologie, c'est que on regarde son thème et on voit qu'est-ce qui nous manque, comment on peut le compenser, comment. Moi, longtemps, j'ai pas aimé ma lune en Vierge parce que c'est celle qui décortique tout, qui est timide, qui n'ose pas, etc. Et en même temps, c'est elle qui m'a protégée, finalement. Parce que j'étais quand même un peu casse-cou et j'étais prête à vivre toutes les aventures du monde. Donc, avec cette lune et Mars en Vierge, ça m'a un petit peu. Je pense que si j'ai réussi à traverser tout ce que j'ai traversé, c'est grâce à ce côté quand même un peu plus prudent. Et qui m'a certainement aussi beaucoup aidé à être en très bonne santé, parce que instinctivement, je sens ce qui n'est pas bon pour moi, parce que la Vierge, c'est vraiment le signe médical par excellence. Alors, le premier métier que j'ai fait, c'est quand j'ai travaillé dans une banque grâce à mon père, et je collais des timbres sur des enveloppes et j'allais poster les trucs. Enfin voilà, c'était à Lyon, puisqu'on était à Lyon. C'était pas ce qu'il y avait de plus. Mais c'était sympa parce que j'étais encore adolescente et ça m'a fait de l'argent de poche. Et j'ai eu j'ai eu aussi la chance d'avoir des parents qui nous ont donné le sens du devoir, quoi. Alors en fait, je suis montée à Paris avec ma sœur, avec l'idée de faire quelque chose, quoi. Je savais pas trop, bon bref. Et puis j'avais déjà eu envie d'être mannequin quand j'étais encore à Lyon, adolescente. Et pourtant je me trouvais pas spécialement belle. C'est là encore une fois des paradoxes de la nature humaine. Et puis un jour, en lisant François, il y avait une annonce cherchant mannequin à forte poitrine. Alors comme quand j'avais été voir une agence de mannequins, on m'avait dit bah non, vous avez trop de poitrine. Je me suis dit ah, c'est pour moi. Et donc j'ai été au rendez-vous et là on m'a montré des images de films érotiques et on avait besoin de corps pour faire des séquences pornographiques qu'on a rajoutées, puisque c'était la pleine expansion du porno en 76. Et donc on avait besoin que ces films érotiques aient également des scènes pornographiques. Et donc c'est comme ça que j'ai tourné ma première séquence pornographique. Bien sûr, ça m'a plu parce que euh, j'avais le sentiment de faire quelque chose d'extraordinaire. Alors, je peux pas dire que. Je crois en fait, et c'est ça que je trouve assez étonnant chez moi, parce qu'aujourd'hui je suis quelqu'un de tout à fait posé, je sais, je me connais bien. Je crois que j'étais dans une sorte de rêve, dans une sorte de. euh, comme si je tournais un film, vous voyez, au sens. Euh, et ça, je crois que c'est cette capacité comme ça de dédoublement qui, de temps en temps, m'a. Je crois pas que j'ai encore cette capacité-là aujourd'hui. Mais j'étais finalement une grande naïve, quelqu'un qui était encore. Je savais absolument pas qui j'étais, ce que je voulais être. Enfin, et donc j'ai tourné le début de ma carrière pornographique. J'ai vraiment tourné ça comme si c'était pas moi, quoi.
Alors à l'époque, je vivais avec ma sœur dans un appartement à Paris. Donc elle était ravie parce que de toute façon, elle avait de l'emprise sur moi et donc ça faisait de l'argent qui rentrait. Elle était tout à fait ravie. Mes parents, je ne peux pas dire qu'ils l'aient bien pris, mais ils ont eu la délicatesse et l'intelligence de m'accepter. Et heureusement d'ailleurs, puisque très peu de temps après, ils ont reçu une lettre anonyme. Mais enfin bon, je les avais prévenus. Et puis une partie de ma famille, évidemment, m'a rejeté. Mais bon, c'est pas très grave, j'étais pas très famille, moi, de toute façon. Et puis ensuite, ben, j'ai très vite rencontré un homme avec qui j'ai vécu, mais qui acceptait très bien que je fasse du porno, puisque de toute façon, on allait également en club libertin. Donc dans l'ensemble, toute cette période-là, pendant ces 3 ans et demi où j'ai tourné des films pornographiques, j'avais des amis qui étaient soit dans le milieu, soit qui acceptaient très très bien. Donc c'était une parenthèse tout à fait agréable. Oui, c'était une très très belle histoire d'amour, oui, 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 absolument. Mais il était candoliste en fait. Sa passion, c'était de me voir faire l'amour avec d'autres hommes. Donc faire des films porno, ça correspondait à son fantasme, et c'est en ça que c'était. Et d'ailleurs, quand j'ai décidé d'arrêter la pornographie, j'ai décidé également d'arrêter les clubs libertins. Ça a été très difficile, il ne voulait pas arrêter. Et puis finalement, très peu de temps après, je l'ai quitté. Et ça a été le drame de sa vie. Et cela dit, on est resté en très bons termes, on se côtoie encore. Donc ça a été une vraie belle histoire d'amour, oui. On s'était quand même rencontrés lors d'une partouze, quand même, déjà. Et ensuite, oui, c'était vraiment son truc, quoi. Donc, en revanche, je crois qu'il aurait absolument pas supporté si j'avais été une après-midi dans une chambre d'hôtel avec un amant. Donc là, on voit bien quelque part que c'est vraiment le candoliste dans toute sa splendeur. Alors j'ai pris la décision de dire stop, c'était un soir au Sénégal, où j'étais partie pour, je sais plus quoi, une élection de Miss, enfin bon bref, j'étais partie pour le boulot. Et un soir, je me souviens très bien, j'étais avec un journaliste, on était assis sur le sable, face à la mer, et il m'a dit cette phrase, il me l'a dite au bon moment, fais attention parce que tu vas finir par te perdre. Et ça a fait tilt. Et toute la nuit, j'ai cogité, j'ai dit, il faut que j'arrête. Et en rentrant, j'ai pris la décision d'arrêter. Parce qu'en effet, autant je crois que ça m'a fait du bien, cette expérience dans la pornographie. Ça m'a permis de m'aimer, ça m'a permis d'apprendre à connaître mon corps, ça m'a permis de m'épanouir. Mais je pense qu'à un moment donné, ça abîme quand même. Et je crois qu'il était en effet temps d'arrêter. Je dirais pas ça non plus. On peut avoir comme ça a priori cette opinion de se dire ces femmes qui subissent des doubles pénétrations, qui subissent des humiliations, etc. Et en même temps, quand on questionne un peu, parce que je me suis penchée évidemment sur la question, on se rend compte que ces femmes, elles avaient des vies de merde telles que de quelque part aller tourner du porno et toucher un peu plus d'argent et quelque part être moins humilié par un employeur. Je crois que la société est beaucoup plus dure qu'elle n'était à l'époque. Et dans ce milieu-là, bah, il y a un petit peu une sensation d'être plus libre. Et donc finalement, je pense que c'est pas si mal que ça. Enfin, en tout cas, celles qui font ce choix-là se sortent peut-être d'une vie encore plus misérable. Elles le font certainement moins longtemps aussi.
Et donc j'ai pas, j'ai un jugement plus mitigé. Mais il est certain que pour ce que j'ai fait moi à l'époque, c'était pas bien. D'abord, j'ai toujours refusé de faire des sodomies à l'écran. J'ai pas, enfin, on faisait une séquence pornographique ou deux maximum dans la journée. Enfin, c'était pas ce que c'est aujourd'hui, bien sûr. Alors ça n'a pas été si difficile que ça tout de suite puisque j'ai eu la chance d'aller tourner un film en Angleterre, un très bon film avec plus d'un mois et demi de tournage. Enfin bref, donc ça, j'avais l'impression que je passais du porno à des films érotiques, donc tout allait bien. En revanche, ensuite, oui, je me suis confrontée aux portes qui se fermaient, à la difficulté aussi de me trouver parce que en plus j'avais quand même quitté mon mec, donc j'avais une vie sexuelle totalement dépravée. mais, mais, euh, mais cette traversée du désert, je pense qu'elle a été très bénéfique. Ça a duré 2 3 ans parce que parce que c'est ce qui m'a permis de toucher un peu le fond. Ensuite, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à me reconstruire et du coup j'ai pu repartir sur des bases plus solides, quoi. C'est-à-dire j'ai compris, j'ai commencé à comprendre un peu qui j'étais, pourquoi j'avais fait ça et, et j'ai commencé à me structurer un petit peu. Durant cette période-là, j'étais pas du tout encore ouverte aux sciences humaines. C'est après, c'est même après bon, il y avait l'astrologie bien sûr, mais c'est après, c'est vers 83, 84, donc c'est en effet 3 ans après que j'ai rencontré un homme, chef d'orchestre d'ailleurs russe, qui m'a fait découvrir Krishnamurti, Jung. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à dévorer ce genre de livres et à comprendre l'humain. On sait déjà que le fait d'être beaucoup sur Internet change le cerveau. Donc ça va forcément faire évoluer l'humanité. Cela étant dit, l'humanité, elle évolue à tellement petite vitesse que, bon, et puis de toute façon, on n'y peut rien. Enfin, je veux dire, faut vivre avec son temps. Ce que je trouve intéressant quand même sur le plan astrologique, moi j'ai un peu étudié par rapport à la Covid et par rapport à la crise mondiale qu'on traverse, je pense que les nouvelles technologies vont être une solution plutôt, enfin je veux dire, vont apporter du positif dans ce qu'on va traverser. Donc il faut en voir d'un côté le négatif et puis il faut en voir aussi le positif. Mais il est certain qu'il y a de plus en plus de gens qui se tombent dans l'addiction, parce que alors l'addiction à la pornographie, aux jeux aussi sur internet, aux réseaux sociaux, quand vous passez 3 4 heures à échanger sur les réseaux sociaux, c'est complètement abrutissant. En plus c'est pas forcément des vérités, et puis ça donne le sentiment d'être relié aux autres, mais c'est pas un lien, c'est pas un lien réel. Donc mais bon, tout ça, mais c'est toujours pareil, c'est les gens les plus fragiles qui subissent les mauvais aspects des nouvelles technologies. J'en sais rien parce qu'encore une fois, l'astrologie, je l'ai dit tout à l'heure, c'est très compliqué d'en faire une science prévisionnelle. Mais je crois quand même que ça sera une possibilité euh, de, de vivre mieux. Regardez juste un tout petit détail. Grâce au confinement, on a découvert quand même que le télétravail, c'était pas si mal, à condition que ce soit pas que du télétravail, on est bien d'accord, mais travailler un petit peu
de temps en temps de chez soi, ça limite le temps de trajet, ça limite la pollution, ça limite... enfin, ça a des avantages. Il y a plus de 100 ou 200 000 personnes qui ont quitté Paris, là, déjà, pour aller vivre un petit peu plus dans la nature. Donc, on voit bien que les nouvelles technologies peuvent peut-être apporter à l'humanité une meilleure qualité de vie. Bon, donc restons positifs. Il s'est passé des choses, hein, parce que j'arrête le porno en 80 et je fais ma première émission sur RMC en 2001. Donc il y a 20 ans, c'est pas rien. Donc il y a eu en fait pas mal de choses sur le plan professionnel, mais rien d'exceptionnel. Mais quelque part, je sortais un livre, j'ai fait un peu de théâtre, et donc je faisais beaucoup de médias. J'étais très très invitée dans les émissions de télé. Il y a eu aussi mon autobiographie de mes expériences pornographiques, Moi la scandaleuse, qui est sortie en 87 et qui m'a valu une couverture médiatique impressionnante. Et en fait, on m'a invité beaucoup dans les médias parce que ça faisait de l'audience, évidemment. Mais parallèlement, moi, j'en profitais pour me faire connaître. Et mon nom, tout doucement, devenait de plus en plus connu et les gens me connaissaient de plus en plus, pas spécialement parce que j'avais fait du porno, mais parce que je parlais de sexualité, j'avais un discours cohérent, et donc tout ça m'a certainement aidé tout doucement à faire mon chemin. Et quand en 2001 on me propose cette émission à la radio, j'étais prête, quoi. Mais je peux pas dire qu'entre l'arrêt du porno et mon début de carrière à la radio, je peux pas dire que j'ai fait beaucoup de choses extraordinaires. Je veux dire, j'ai réussi à survivre grâce à des services audiotel où je répondais aux gens sur leurs problèmes de sexualité, parce que parallèlement, moi, j'avais étudié la sexologie, donc j'avais fait mes armes, j'étais vraiment prête à la radio pour répondre à n'importe quelle question, parce que j'avais fait ça sur Minitel, sur Audiotel, etc. Donc c'est pour ça que je dis souvent, quand l'élève est prêt, le maître arrive, quoi. Mais j'étais prête vraiment en 2001. C'était d'ailleurs évident quand on m'a contactée. J'étais sûre que j'allais être prise et j'étais sûre que ça allait marcher parce que tout, tout était aligné, quoi. Mais dans ma vie, ça a toujours été comme ça. J'ai jamais, chaque fois que j'ai voulu démarcher pour faire quelque chose, ça n'a pas marché. Et les choses sont toujours venues au bon moment. Mais je crois réellement que quand on... Mais ça, c'est encore une fois l'astrologie qui me l'a appris. Quand on fait ce que le destin nous propose, tout se passe, tout arrive au bon moment. J'ai fait aucune thérapie, mais j'ai eu très très souvent des amants ou des amis qui m'ont formé, en fait. Un de mes meilleurs amis qui est malheureusement décédé, Dudu, était un psychanalyste pur et dur, bien freudien, machin. Et j'ai des souvenirs formidables. On passait des soirées entières, parfois jusqu'à 3 heures du matin, où il m'expliquait. C'est lui qui m'a vraiment initié à la psychanalyse. Alors après, sans doute, cette capacité d'introspection que j'ai m'a permise peut-être de faire ma propre analyse. Et d'ailleurs, Dudu disait souvent, Freud non plus, il n'a pas fait d'analyse. Bon, c'était un private joke, évidemment. Je ne me compare pas et il ne me comparait pas à Freud. Et puis après, à la radio, depuis 20 ans, j'ai rencontré des gens formidables qui sont devenus mes invités, certains sont devenus des amis. Donc je continue à me former. Mais je crois que j'avais pas besoin spécialement non plus de faire une thérapie. J'étais pas... Enfin, j'ai quand même été dans une famille assez structurée. Mes parents m'ont apporté une éducation,
j'allais dire normale. J'ai eu des parents suffisamment bons. Enfin, j'ai pas, je suis comme tout le monde, j'ai des blessures bien sûr, mais il y a rien de catastrophique, quoi. Alors moi je trouve que c'est c'est vraiment arrivé au bon moment parce que c'est pas si facile que ça de vieillir. Et je pense que la seule chose qui est passionnante quand on a passé les 50 ans, c'est de transmettre. Et qu'est-ce que je peux transmettre tous les jours, quoi. Combien de gens me disent merci, vous m'avez aidé à grandir, vous m'avez aidé à sauver mon couple, vous m'avez aidé. Bien sûr que j'aide pas tout le monde, mais c'est, enfin, je veux dire, c'est vraiment arrivé au bon moment et je prends de plus en plus de plaisir d'ailleurs. Moi, ça m'a surtout appris à mieux comprendre et à mieux connaître les femmes. Les hommes, j'en avais fait un peu le tour, mais j'ai découvert à quel point, par exemple, le désir d'enfant, moi, j'ai pas eu envie d'avoir d'enfant, à quel point ce désir d'enfant peut être viscéral. J'ai compris à quel point bah, les femmes sont différentes des hommes. Moi je dis pas que je suis un homme, mais j'ai une façon de vivre qui est plus proche de celle des hommes que de celle des femmes. Je vais pas tout sacrifier par amour, il n'en est pas question. Je vois les femmes sont beaucoup dans l'émotionnel, sont finalement... L'homme est beaucoup plus dans l'action et moi je suis une femme qui agit. Donc j'ai vraiment appris à, à la fois... J'aime les femmes, j'ai toujours eu des amies femmes et j'ai pas de rivalité avec les femmes. Beaucoup de femmes ont été dégueulasses avec moi, mais moi je m'entends aussi bien avec les femmes qu'avec les hommes. Mais je ne les connaissais pas tellement parce que j'avais un peu tendance, comme tout le monde, étant une femme, à penser que toutes les femmes étaient comme moi. Donc j'ai vraiment appris à me rendre compte à quel point j'étais très différente de la femme en général. Il y a énormément de... Je regrette d'ailleurs parfois, je me dis j'aurais dû prendre des notes parce que il y a énormément de choses qui m'ont touchée. Ce qui me touche le plus et qui me bouleverse le plus, c'est lorsque j'ai un échange avec une femme ou un homme d'ailleurs, qu'importe, et qu'à un moment donné il y a la voix de l'auditeur qui se transforme, parfois ça va jusqu'aux pleurs. En tout cas, il y a une émotion telle que là, je me dis vraiment qu'il s'est passé quelque chose. On a communiqué d'âme à âme, quoi. Et là, à chaque fois, je me dis bon, je fais quelque chose d'utile, quoi. Je crois que je crois que pour être très au clair avec sa sexualité, il faut être passé par tellement de choses qu'il n'y a pas grand monde qui peut être au clair avec sa sexualité. Je crois pouvoir affirmer que je suis à peu près au clair, tout en étant persuadée que j'ai encore des parts d'ombre. Le sexe, c'est un truc... c'est en ça que je dis que c'est comme la spiritualité extrême, je mets la vraie spiritualité, pas celle des gourous du 21e siècle. Parce qu'on est, enfin ça transcende quoi, c'est la sexualité. Et comme je dis souvent, je dis pourquoi le sexe, ça sera toujours ce qui marchera le mieux, parce que c'est quand même le seul moment où on a quelques étincelles de divin quoi. Quand on est dans l'orgasme, on est hors de son corps, on est hors de son esprit, on est hors de sa tête, on oublie tout et il y a une sensation d'extase quoi. Donc c'est normal que le sexe... Alors il y a plein de gens qui font du sexe et qui ne sont pas conscients de ce que je viens de dire, mais quelque part ils le traversent ça. Donc pour être à l'aise avec sa sexualité, il faut savoir vraiment qui on est, ce qu'on aime.
Et par exemple, beaucoup d'homophobes sont des personnes qui, quelque part, ont certainement un fantasme homosexuel. Je prends un exemple basique, mais il y a des personnes qui... moi j'entends, par exemple, je me souviens d'un témoignage assez récent. C'était un homme très, très fidèle et certainement trouvant que c'était la valeur essentielle du couple. Et sa femme l'avait trompé et il avait quitté sa femme. Et il témoignait parce que, je sais plus, je crois que c'était sur une émission où on parlait de comment faire le deuil d'une histoire d'amour, enfin bref. Et il appelait parce il était totalement obsessionnel par arrivant pas à tourner le dos à la rupture, etc., etc. Donc on échange. Et puis, à un moment donné, je lui balance, parce que ça c'est aussi ce que j'ose faire, parce que je sais que c'est comme ça qu'on fait un déclic chez la personne. Je lui balance, je lui dis, mais moi j'ai l'impression que vous n'en êtes pas encore conscient, mais vous regrettez de l'avoir quitté. Et là, il était quand même assez à l'écoute. Il a entendu, enfin je sais qu'il a entendu, il m'a pas dit, vous avez raison, évidemment, mais il y a eu une sorte de réaction de sa part. Et il m'a répondu, je crois que je vais y réfléchir. Vous voyez, et ça c'est extraordinaire parce que au fond cet homme persuadé que c'est impossible de continuer à vivre avec une femme qu'il a trompée, c'est sa croyance. Au fond de lui-même, son amour est peut-être plus fort et peut-être qu'il arrivera à pardonner, etc., etc. Donc je crois on est, on se raccroche à des croyances. Et en ce qui concerne la sexualité, bah, on a connu souvent pas grand-chose et on se raccroche à ce qu'on a connu et on croit que c'est ça sa sexualité. Et puis tout d'un coup, on va découvrir quelque chose. Enfin, moi, je pourrais raconter des tas d'exemples de gens qui m'ont raconté des choses qu'ils n'imaginaient même pas pouvoir vivre sexuellement et qui les ont vécues et ça les a complètement chamboulés. Notre vie, on se construit, on se construit en tant qu'humain quand même beaucoup à travers notre propre sexualité. C'est par rapport à nos rencontres sexuelles. Je ne serais pas ce que je suis si j'avais pas connu tout ce que j'ai connu comme homme. Ils m'ont tous façonné plus ou moins. Bien sûr. Bien sûr, la croyance est forcément limitante puisque elle nous rassure. Sortir de sa croyance, c'est renoncer à quelque chose qui généralement est très profond. Mais je dirais qu'il faudrait déjà être conscient que c'est une croyance. Beaucoup de gens considèrent que ce sont des certitudes. C'est ça le problème, parce qu'à partir du moment où on considère que c'est une certitude, le doute n'est même plus permis. Non, je dirais pas que les... Enfin oui, non, en fait c'est plus... Je pense pas que les hommes soient plus simples que les femmes, mais ils ont un fonctionnement qui paraît plus simple, puisque plutôt que de rester dans la mouvance émotionnelle, ils vont être dans l'action. Donc on a l'impression que c'est plus facile de comprendre une action qu'une émotion. Mais je ne pense pas que les hommes soient plus simples. Mais nous, en tant que femmes, on est beaucoup dans l'émotionnel. Et l'émotionnel, c'est quelque chose, c'est un peu comme des vagues. Ça s'en va, ça revient, ça s'en va, ça revient. Et du coup, ça nous empêche d'agir. Et donc, on peut rester longtemps dans cette sorte j'aime bien cette idée, vous savez, du carrefour où on tourne, on tourne, on tourne, et à aucun moment on va prendre une route. L'homme, il va réfléchir comme ça, puis à un moment donné, hop, il va prendre une route. Alors il ne se prendra peut-être pas la bonne, mais il en prendra une. C'est en ça, je crois, qu'on est vraiment très différents. C'est important de continuer à les reconnaître, ces différences. Sinon on s'y perd. Moi, je crois que ce que je dis souvent, mieux vaut des repères, même si après on va les transgresser,
que pas repère du tout. Je trouve ça très inquiétant, cette mouvance où il faudrait laisser aux enfants la possibilité d'être de l'autre sexe. Je pense que ça peut rendre les enfants psychotiques plutôt que structurés. C'est un phénomène nouveau qui vient quand même de la parole qu'on donne beaucoup trop aux minorités dans les médias. Et moi, j'ai étudié le genre il y a très longtemps, il y a 30 ans, donc j'ai un peu d'expérience. Mais ce qu'on oublie, c'est que beaucoup d'ados aujourd'hui qui pensent qu'ils ne sont pas du bon sexe, c'est des ados qui ne vont pas bien, pour d'autres raisons, et qui ont trouvé une étiquette à mettre sur leur mal-être. Mais ça ne va rien résoudre, ça va même peut-être aggraver les choses. Donc je pense on marche vraiment à l'envers. Il y a aussi ce courant des asexuels là, qui veut bien montrer qu'ils sont différents des autres. C'est aussi vouloir montrer sa différence, mais tout ça, à mon avis, tout ça, à mon avis, montre bien qu'on est dans une civilisation qui a perdu ses repères et que ça part dans tous les sens. Mais bon, je crois que l'une des raisons du succès de mon émission, c'est que justement, je continue à donner un cadre et ça rassure beaucoup les gens. Je pense que de toute façon, la vie à deux est difficile. Je pense que si on vivait avec son meilleur ou sa meilleure amie, il y aurait également les tensions du quotidien. De toute façon, la vie à deux est difficile. Après, la vie à deux entre un homme et une femme est forcément compliquée puisqu'on ne communique pas de la même manière. Mais après, si on arrive à accepter que ça sera par moments un petit peu conflictuel, on peut tout à fait le dépasser. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se quittent pour de mauvaises raisons. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se quitter si vraiment ça ne va plus, mais il y a beaucoup de gens qui se quittent pour des mauvaises raisons et beaucoup de femmes d'ailleurs qui quittent leur homme vers 40-50 ans, elles se retrouvent seules après et elles ont beaucoup de mal à retrouver un vrai compagnon. Donc je pense que ça fait partie des écueils qui sont, à mon avis, dus à une société, j'allais dire presque de consommation, quoi. On a l'impression que c'est plus terrible, on jette et puis on prend quelque chose d'autre. Mais on l'a vu avec les appareils ménagers où il fallait les jeter dès que ça marchait plus et on est en train de commencer à penser que peut-être c'est des choses qu'il faut réparer. Voilà, toujours ce va-et-vient. Bah écoutez, votre théorie, elle est tout à fait intéressante et je la trouve très juste parce qu'on sait d'avance qu'une femme qui met au monde un garçon, elle est très fière. Une femme qui met au monde une fille, bof, elle n'est pas... Donc déjà au départ, et d'ailleurs dans le dernier livre que j'ai écrit, Le Nouvel Art d'aimer, j'explique bien pourquoi c'est si compliqué de devenir femme parce que on va se construire comme maman ou contre maman. Alors que le petit garçon, de toute façon, il s'éloigne de sa mère puisque c'est pas le même sexe et donc forcément, il voit bien qu'il n'est pas comme sa mère et il va s'identifier éventuellement à son père ou enfin bon bref. Et c'est vrai que cette difficulté-là pour les femmes au départ, elle est énorme. Ça, je suis tout à fait convaincue. En revanche, je pense que on est différent de toute façon sur un plan hormonal énormément. On n'a pas du tout les mêmes doses d'hormones. Et d'ailleurs, c'est une sexologue qui m'avait raconté ça. Un jour, elle m'avait dit, de toute façon, quand une femme veut devenir homme, on lui file de la testostérone à haute dose. Et très souvent, elle commence à avoir des envies de sexe telles qu'elle veut arrêter ses doses de testostérone parce qu'elle trouve ça insupportable.
Et moi, je dis souvent, si on ne travaille pas plus l'éducation dès la maternelle pour expliquer la différence entre un petit garçon et une petite fille, on n'avancera pas. Parce que quand une fille accepte d'aller prendre un verre dans la chambre du petit jeune homme qui a 18-19 ans, lui, ça y est, il est dépassé par ses hormones et c'est normal qu'il jette sur elle. Alors je dis pas que c'est bien, hein, encore une fois, mais c'est une différence dont on n'a pas idée. Moi la tension sexuelle des hommes, je l'ai connue de près, je l'ai vécue, donc je sais à quel point c'est quelque chose que beaucoup de femmes ne peuvent pas comprendre. Donc il y a vraiment des différences fondamentales. Et puis, on n'est certes pas des animaux, mais enfin on est quand même pas si loin que ça des mammifères. Quand on observe les mâles et les femelles, n'importe quelle espèce, on voit bien des différences fondamentales. Donc je ne vois pas pourquoi nous, on aurait échappé à ces différences fondamentales. Évidemment que notre culture nous permet d'atténuer nos différences, mais la nature est là quand même. Je ne crois pas que la pilule ait une action si forte que ça sur notre personnalité. Sincèrement, je crois pas. Je crois que de manière inconsciente, une femme qui prend ou pas la pilule, ça peut agir, mais sur un plan hormonal, je pense pas que ça agisse énormément. Mais c'est des doses très faibles hein, sur le plan hormonal, la pilule. Donc, sincèrement, je pense pas. Heureusement que oui, heureusement que beaucoup de couples arrivent à trouver l'équilibre. Parce qu'encore une fois, c'est pas parce qu'un homme a une pulsion sexuelle qu'il est obligé de l'assouvir. Et c'est pas parce qu'on n'a pas envie qu'on ne peut pas avoir un rapport sexuel. Je pense que c'est aux deux de faire la moitié du chemin. C'est-à-dire que l'homme ne doit pas systématiquement, parce qu'il a une pulsion sexuelle, se jeter sur sa femme. Et je pense que la femme, c'est pas parce qu'elle n'a pas du tout envie qu'elle doit jamais faire l'amour. Enfin, comme je dis souvent, l'appétit vient en mangeant. On peut... et je pense que beaucoup de sexologues qui ont dit aux femmes, si vous n'avez pas de désir, ne vous forcez pas, je pense que ça a fait beaucoup de tort à la sexualité des couples, parce que c'est pas la question de se forcer, c'est la question juste d'accepter de faire plaisir à l'autre. Et puis, si la sexualité fonctionne bien dans le couple, la jouissance sera au bout et il y aura eu quelque chose de positif qui se sera passé. Mais si on est en couple depuis 10 ans et qu'on attend d'avoir vraiment du désir en tant que femme, c'est vrai qu'on peut attendre longtemps. Oui. Je suis tout à fait d'accord. C'est le manque de réelle communication et puis cette tendance qu'on a en tant qu'humain à interpréter ce que fait l'autre sans lui demander de vérifier si notre interprétation est juste. Vous savez, on a toujours tendance à interpréter les faits et gestes de quelqu'un, mais on les interprète en fonction de notre subjectivité et non pas bon. Et par exemple, pour rester sur le domaine de la sexualité, si la femme est à la cuisine en train de préparer le repas et que l'homme, d'une manière tout à fait un peu triviale, mais plutôt tendre, lui pose la main sur les fesses, mais juste parce qu'il a besoin du contact, elle va imaginer qu'il veut peut-être avoir un rapport sexuel, alors que c'est peut-être pas ça du tout. Et le malentendu commence déjà là. Du coup, elle va dire il pense qu'à ça, et elle va le repousser, lui va se dire elle m'aime plus. Enfin, vous voyez, une accusation ou une critique cache souvent un besoin non, enfin, qui n'a pas été assouvi. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais pour ça, il faut avoir une prise de conscience de soi suffisante. C'est tellement plus simple d'accuser l'autre. Mais moi, je dis souvent, en plaisantant, mais en fait, c'est tout à fait sérieux, que le couple, c'est un parcours initiatique. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais beaucoup de gens qui sont dans une soi-disant grande spiritualité sont pratiquement toujours des gens qui sont seuls et qui vivent seuls et qui ont pratiquement jamais vécu l'expérience du couple. Je suis désolée, mais l'expérience du couple, c'est une belle leçon de vie
et c'est un véritable miroir introspectif de soi. Moi, je sais que je suis en couple depuis un peu plus de 20 ans, et ben, qu'est-ce que ça m'a fait grandir, hein. Et j'ai eu, comme tout le monde, par moments, l'envie de partir, etc., etc. Avec le temps et le recul, je suis ravie d'avoir dépassé les crises parce que ça m'a fait grandir, quoi. Et, et c'est peut-être pas l'homme le plus merveilleux de la Terre, mais il a plein de défauts, mais fondamentalement, il me convient très bien, voilà. Et tout ce qui ne m'apporte pas, eh ben, je peux le trouver avec d'autres amis ou d'autres choses. Je crois que c'est ça qu'il faut aussi à un moment donné se rendre compte. Si on est avec quelqu'un de négatif, de toxique, évidemment qu'il faut partir. Mais sinon, il faut peut-être d'abord se remettre soi en question et à ce moment-là, on va se rendre compte que finalement, notre couple n'est pas si mal. Je pense que c'est d'abord l'amour de soi. Et beaucoup de gens vont quitter l'autre par un manque d'amour d'eux-mêmes. Et ensuite, c'est accepter que l'autre n'est pas là pour réparer toutes nos blessures et pour satisfaire tous nos besoins. Et au fond, c'est là où on se rend compte que ce sont des réactions totalement immatures. Pour vivre en couple, il faudrait être adulte. Et quand on vit en couple, trois quarts du temps, on n'est pas encore adulte, quoi. Je pense qu'on choisit l'autre. Moi, j'aime bien cette image, mais ça, c'est mon côté un peu astrologue. Je crois qu'on choisit l'autre parce il va éclairer une part de nous-mêmes qui a besoin d'être éclairée. Mais ça se fait pas toujours dans la joie et la bonne humeur, cet éclairage, parce que parfois quand l'autre éclaire une partie de nous-mêmes que justement on n'avait pas envie de voir, on peut, on peut le rejeter, hein. On va choisir quelqu'un qui va réactiver quelque chose qu'on a déjà connu mais qu'on n'a pas su dépasser, ou alors quelqu'un qui va nous confronter à notre propre défaut. Je veux dire, combien de femmes vont choisir un mari qui est alcoolique parce que leur père était alcoolique, par exemple. C'est un exemple tout à fait basique. Donc c'est vrai que comprendre aussi quel a été notre choix inconscient, ça peut nous aider aussi à dépasser la crise du couple. Je peux vous raconter une anecdote assez étonnante. J'ai perdu mon frère d'un cancer. Et forcément que ça a été quelque chose d'assez difficile parce que c'est toujours quand on voit entrer en terre quelqu'un qui a le même père, la même mère que nous, on se dit pourquoi lui, pourquoi pas moi, bref. Et quelques mois après, je suis tombée folle amoureuse d'un grand sportif qui s'appelait Bernard, comme mon frère, et qui quelque part ressemblait beaucoup à mon frère. Mais ça, je ne m'en suis évidemment pas rendu compte au moment où je tombe amoureuse de lui. Et j'ai eu donc une relation très passionnelle avec cet homme. Et il habitait pas Paris, donc on se voyait pas souvent. Et un jour, je me dis, mais quand même, comment je peux être amoureuse de cet homme? Alors c'était vraiment le sportif dans toute sa splendeur, c'est-à-dire plutôt bête, alors que je suis plutôt attirée par des hommes qui me font avancer et qui sont intelligents. Bon, physiquement, c'est pas du tout mon type d'homme. Moi, j'aime pas spécialement ce genre d'homme. Enfin bref, et puis tout d'un coup, ça a fait flash. J'ai réalisé qu'est-ce qui m'avait attiré chez cet homme. C'était sa vie, quoi. C'était cette vie dans toute sa splendeur. Et là, bah, d'un seul coup, je suis rentrée. J'étais en vacances d'ailleurs quand j'ai réalisé ça. Je suis rentrée. Quand il m'a appelé, il m'a dit: Je viens à Paris dans 15 jours, on se voit. Je dis: Oh non, 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 merci. C'était fini, j'avais même plus envie de le voir. Et on voit bien à quel point ce choix réparait quelque chose chez moi, quoi.
Alors ça, c'est une interprétation qui vaut ce qu'il vaut et pourquoi pas. Mais on peut aussi, la généalogie aussi va un peu dans ce sens-là, c'est-à-dire on va vivre quelque chose qui fait écho à ce qu'a vécu par exemple notre arrière-grand-mère, etc. Et quand on remonte dans l'histoire de ses ancêtres, on se rend compte qu'il y a déjà, enfin, et bon, c'est pour ça que on parle de plus en plus des secrets de famille qui sont très nocifs parce que ça peut créer justement des répétitions et donc des histoires malheureuses. Moi, je suis pas si négative que ça vis-à-vis de la sexualité et de la religion parce que je pense qu'encore une fois, elle donne un cadre et que c'est assez facile quand même de sortir du cadre. Moi, je trouve que, prenons par exemple l'exemple de l'infidélité, à laquelle je suis forcément très souvent confrontée dans cette émission. Bah, finalement, les gens la vivent pas mieux qu'avant. La culpabilité, alors on pourrait mettre ça sur le fait de cette culture judéo-chrétienne, mais je pense que cette, cette idée d'être unique pour l'autre, elle répond plus à ce premier état totalement fusionnel qu'on a avec notre mère. C'est à mon avis plus de là que vient ce désir total que l'autre nous soit fidèle que à cause de notre morale judéo-chrétienne. Et je pense que la morale judéo-chrétienne, quand on essaye de la comprendre avec un petit peu plus de recul et un peu moins de croyance, justement, au fond, elle est basée sur une éthique assez cohérente. Moi, je ne suis pas spécialement pour un retour de la religion, mais je serais pour un retour de valeurs spirituelles qui donnent du sens et qui donnent un cadre, parce que moi, je suis... en 20 ans, je trouve que les gens se conduisent de moins en moins bien dans leurs relations amoureuses. C'est de plus en plus compliqué de s'engager, c'est de plus en plus compliqué enfin, moi j'ai évidemment rien contre l'infidélité. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose que je, je l'ai connu, j'ai été infidèle. Enfin, je veux dire, j'ai traversé tout ça. Mais on peut pas faire n'importe quoi quand même, quoi. Quand on est dans une relation, on peut essayer de respecter l'autre. Moi, j'aime bien remplacer d'ailleurs le terme d'infidélité et enfin de fidélité plutôt par le terme de loyauté. Je pense qu'on doit être loyal dans une relation à deux. Après, la fidélité ou l'infidélité, tout dépend de ce qui se passe réellement dans le couple. Alors, le sexe, est-ce que c'est mieux avec de l'amour? Sur la continuité, certainement. Sur l'instant immédiat d'une relation sexuelle, pas forcément. C'est pas, c'est, il peut y avoir un moment sexuel très très intense avec quelqu'un qu'on n'aime absolument pas. Je crois que c'est pas. Évidemment que l'état amoureux est un aphrodisiaque. C'est-à-dire que si on est amoureux de quelqu'un, on a tout le temps envie, ça c'est sûr. Mais est-ce que pour autant l'orgasme sera plus fort? Pas certain. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à jouir avec l'être qu'elles aiment parce que elles veulent tellement lui plaire qu'elles ne savent pas se lâcher et elles vont jouir avec un amant de passage. Donc non, c'est la sexualité, c'est peut-être j'en ai pas encore fait le tour, mais c'est d'une complexité folle. Alors c'est un phénomène très classique. En fait, la femme qui a vécu en couple, qui a eu un ou deux enfants, quand elle décide de quitter son mari parce qu'elle considère qu'elle l'aime plus et puis elle a envie de vivre pour elle, elle oublie une chose, c'est que quelque part,
la vie sexuelle un peu intense, c'est pas à ces âges-là qu'on va vraiment pouvoir en profiter. Donc, je dirais plutôt qu'il faudrait que les femmes puissent vivre vraiment toutes leurs expériences sexuelles en amont, pour ensuite choisir un homme avec lequel elles sont bien, et puis après, de temps en temps, il y a une expérience extra-conjugale, ma foi. Et donc elles vont se retrouver dans une situation à 40-45 ans où elles vont avoir au départ le sentiment qu'elles sont une femme enfin libre, donc ça va être très jouissif, mais très vite elles vont avoir ce sentiment dégradant d'être utilisées comme un objet sexuel, d'être jetées, abandonnées, et elles vont parallèlement à ça, comme elles n'auront pas réellement compris ce que c'est qu'un homme, et que certainement beaucoup d'entre elles n'aiment pas l'homme, elles vont en effet se refermer et devenir à 50, 60 ans, en effet un peu aigries, ayant un peu l'impression d'être passées à côté de leur vie amoureuse, quoi. Et c'est triste, c'est triste. Parce que je pense que ça demande aux femmes de comprendre ce que c'est qu'une femme, ce que c'est qu'un homme, et pas faire les choses par rapport à la mode. Encore une fois, c'est cette mode d'être une femme libre. Être une femme libre, c'est pas forcément être une femme qui va sur les sites de rencontres et qui a plusieurs amants, quoi. Et puis après, ce que j'entends aussi dans ces femmes qui vont aller sur les sites de rencontres, etc., elles mettent en avant qu'elles ne veulent surtout pas s'engager. Et qu'est-ce qui se passe? Elles rencontrent des mecs qui vont vite, s'ils sont un peu bien et qui pourraient vivre une belle histoire avec, se fermer et puis ne pas s'engager, en effet. Et pourtant, dans ceux qu'elles ont rencontrés, elles en ont peut-être rencontré un ou peut-être deux qui auraient pu faire une belle histoire, mais elles veulent tellement montrer qu'elles sont des femmes libres et donc elles transpirent quelque chose qui n'est pas ce qu'elles désirent réellement. Donc c'est, oui, je pense que les femmes aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ont encore plus de mal à se trouver qu'il y a deux, trois générations avant. Ça paraît fou, puisque aujourd'hui la femme peut choisir, elle a toutes les libertés, hein, du moins en France, parce que c'est malheureusement pas le cas encore dans bien des pays. Mais en France, la femme, elle peut vivre seule, elle peut avoir un enfant toute seule, elle peut travailler, elle peut pratiquement faire n'importe quel métier qu'elle veut, mais elle se, elle se, elle se, elle s'enchaîne à un mode de vie sexuel qui n'est absolument pas ce qui lui convient.